Nous examinons aujourd'hui une affaire de la seconde moitié du XIXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons aux États-Unis. Mary Moorman est née en 1862 à Philadelphie, au plus fort de la guerre de sécession américaine. À cette époque, Philadelphie jouait un rôle crucial en tant que principal fournisseur de matériaux et d'équipements pour l'armée de l'Union. La ville a également mis en place de nombreux hôpitaux militaires et sociétés d'aide pour soigner les soldats blessés revenant des champs de bataille. Mais la petite Mary n'avait pas à se soucier de la guerre. À l'âge de 3 ans, en 1865, les combats s'étaient terminés et les habitants de Philadelphie commençaient à retrouver un certain sentiment de normalité. La famille à un moment se composait de Mary, de sa mère et de son père, ainsi que des 4 frères et sœurs aînés de Mary. Ils vivaient au 1246 rue Orkney dans un quartier ouvrier de la ville, et tandis que la mère de Mary restait à la maison pour élever les enfants, le père de Mary travaillait comme cordonnier, un métier qualifié qui assurait un revenu modeste mais stable. Cependant, en 1866, une tragédie frappa la famille. La mère de Mary devint veuve à la mort de son mari. Mary, à cet été, était la cadette des enfants Mormon. Elle était une présence vive et douce qui laissait une impression durable à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle était connue sous le nom de Petite Mary Mormon, non seulement parce qu'elle était la plus jeune de sa famille, mais aussi parce que ce nom reflétait l'affection profonde que le quartier lui portait, une affection qu'elle semblait emporter partout où elle allait. Elle avait des cheveux dorés, des yeux brillants et ce charme innocent qui pouvait faire sourire même les personnes les plus antipathiques. Le dimanche 6 septembre 1868, Madame Maria Moorman se préparait pour aller à l'église et avait prévu d'emmener Mary avec elle, mais à l'approche de l'heure, elle y réfléchit à 2 fois, pensant que l'office pourrait être trop fatigant pour sa plus jeune fille. À la place, elle dit à Mary de rester à la maison sous la garde de ses 2 sœurs aînées. Une fois que sa mère eut quitté la maison, Mary sortit jouer sur les marches de l'entrée avec quelques enfants du quartier, comme elle le faisait la plupart des jours. Ils restèrent là à bavarder et à s'amuser comme d'habitude, quand soudain ils virent qu'un homme était apparu au coin de la rue et semblait les observer. Il fit alors signe à Mary de s'approcher. L'une des filles, nommée Caroline Dinglaker, lui dit de ne pas y aller, mais Mary se leva et s'avança vers l'homme. Les autres restèrent à regarder. Elles étaient d'une certaine façon clouées sur place. Alors que l'homme prit la main de Mary et s'éloigna avec elle, elle ne se retourna pas. Lorsque l'office à l'église prit fin, Madame Moorman commença à retourner vers sa maison. Elle fut rejointe par ses 2 filles aînées qui étaient chevauchement en courant à sa rencontre, le visage pâle et la voix inquiète. Elle leur demanda ce qui se passait, et lorsqu'elles lui racontèrent comme ce qui s'était passé, la dame eut du mal à comprendre ce qu'elle entendait. Mary, sa fille adorable, avait disparu. Lorsqu'elle approcha de chez elle, la rue était déjà en plein chaos. La nouvelle s'était répandue rapidement, et les voisins étaient sortis pour voir ce qui s'était passé. Dans les quartiers ouvriers comme le leur, il n'y avait pas de détachement froid, ni d'isolement silencieux derrière des portes closes. En cas de besoin, tout le monde s'entraidait. Les gens se sont mis à chercher Mary. Toutes les ruelles et terrains vagues ont été fouillés de fond en comble. La police a été contactée et, une fois arrivé, le lieutenant Whitcraft a coordonné les efforts de recherche. Malgré leurs efforts acharnés pour retrouver la petite fille, elle restait introuvable tard dans la nuit. Les recherches ont continué le lendemain, mais sans succès. À ce moment-là, la mère de Mary était presque folle d'inquiétude, envahie par la peur et la tension insupportable de l'attente, la plus jeune de ses enfants disparue en un instant, emmenée par un homme que personne ne reconnaissait. Son imagination n'apportait aucun réconfort, évoquant des possibilités bien trop sombres. Des agents furent envoyés dans toute la ville, même dans la campagne environnante, mais à la tombée de la nuit, il n'y avait toujours aucune réponse quant à l'endroit où se trouvait la petite Mary Moorman. Tôt le lendemain matin, mardi 8 septembre, une laitière nommée Caroline Ludman traversait un terrain vague, portant un lourd seau de lait qu'elle allait livrer aux maisons du 19e quartier. Alors qu'elle traversait le champ, elle aperçut ce qui semblait être une robe d'enfant, posée à une courte distance du chemin. Curieuse de ce qu'elle avait réellement vu, elle fit demi-tour et regarda de nouveau. Cette fois, elle vit clairement que ce n'était pas une robe. Un enfant était allongé là. En regardant de plus près, elle vit le corps d'une petite fille, et il était évident qu'elle était morte. La scène était sinistre. Non loin de là se trouvait une vieille grange qui servait d'atelier de menuiserie, bien qu'elle fût vide à une heure aussi matinale.
Le terrain lui-même était jonché de détritus et les habitants l'utilisaient pour y jeter tous leurs déchets. C'était un endroit isolé et négligé où le corps de cette petite fille avait été abandonné. Caroline courut chercher de l'aide et bientôt des habitants du quartier s'étaient rassemblés sur place. La police est arrivée peu après et a pris le contrôle de la situation. Ils ont réalisé que les vêtements et les cheveux de la jeune fille décédée correspondaient à la description de Marie Mormon, l'enfant disparu. Cependant, ils se sont rappelés avoir déjà fouillé cette zone. Donc l'enfant a dû être tué ailleurs et son corps n'a été placé là que récemment. Les agents ont transporté avec précaution l'enfant décédé à la morgue, où le docteur Chapelet a procédé à une autopsie. Lorsque la police a informé Madame Moorman de la découverte du corps de sa fille, une vague de chagrin l'a submergée. Les voisins se sont rapidement rassemblés autour d'elle, lui offrant leurs condoléances et leur soutien, mais la profondeur de son chagrin était si grande qu'aucun mot ne pouvait vraiment exprimer la douleur qu'elle ressentait, alors que la nouvelle de la découverte se répandait dans la communauté. Cela a provoqué une vague de choc, d'indignation et d'horreur intense. Déterminé à ce que justice soit faite, le maire a offert une récompense substantielle pour la capture du coupable, et cette somme a rapidement été augmentée par des citoyens généreux qui croyaient fermement en une punition rapide et décisive. Dans les jours qui ont suivi, la valeur d'une bonne réputation est devenue plus évidente que jamais, car toute personne sur laquelle pesait le moindre soupçon, en particulier celle connue pour leur comportement troublant envers les enfants, s'est retrouvée sous un examen public intense. L'autopsie a confirmé le décès de Marie le jour de sa disparition. La strangulation a été identifiée comme cause du décès. De plus, le corps présentait des marques de violence manifestes. Des ecchymoses menteuses ont été trouvées sur son cou, ses poignets et ses bras, ce qui indiquait une lutte. Ses sous-vêtements étaient tachés de sang et l'examen a révélé qu'elle avait été violée avant sa mort. Les funérailles de la petite Marie Mormon ont eu lieu le 10 septembre à l'église catholique Saint-Boniface et tout le quartier est venu assister à cette cérémonie solennelle. L'église était bondée, chaque banque occupée et les allées remplies de personnes en deuil. C'était une scène profondément douloureuse. La tristesse causée par la mort de l'enfant se lisait dans le silence pesant et sur les visages en larmes des personnes présentes. Le lendemain, une enquête a débuté et, après un examen minutieux des preuves, le jury a conclu que l'enfant avait été maltraité, étranglé, tué par une ou plusieurs personnes dont l'identité restait inconnue. La police a poursuivi ses recherches pour retrouver l'auteur des faits et a suivi chaque piste avec détermination. Plusieurs hommes suspects ont rapidement été arrêtés, ce qui a suscité l'espoir d'une avancée. Parmi eux se trouvait John Hanlon, un barbier de 20 ans qui habitait près de la résidence des Mormons. D'après des témoins, Mary a été vue pour la dernière fois traversant la ruelle près de sa cour. Bien que certains considéraient M. Hanlon comme un personnage étrange et qu'il y ait eu des accusations antérieures d'agression sur de jeunes filles, aucune preuve directe ne le reliait à la disparition de Mary. Il vivait avec sa femme de 17 ans dans une maison qu'il partageait avec ses parents, son jeune frère et sa sœur, et il est à noter qu'il ne s'est pas joint aux recherches après la disparition de Mary. Cependant, suite à une enquête poussée sur son passé et ses déplacements. Comme les autres suspects, il a été relâché sans inculpation. Au fil des jours, en tout cas sans aucun progrès, la frustration du public a augmenté et la police a été fortement critiquée. Des accusations d'inefficacité, de maladresse et d'ignorance ont été portées contre eux, beaucoup de gens pensant que l'enquête avait été mal menée dès le début. Sans nom, sans nouvelles pistes et sans témoins supplémentaires. La question demeurait, qui a tué la petite Marie Moorman ? Un an plus tard, en octobre 1869, un autre incident a ravivé les soupçons. Deux jeunes femmes, Madame Ann Bowers et sa sœur de 16 ans, Clara Ritchie, rentraient chez elles lorsque Clara remarqua qu'un homme les suivait et se comportait de façon suspecte. Elles se trouvaient dans une zone peu peuplée, quand, sans prévenir, l'homme frappa Annie à l'arrière de la tête avec une pierre, la faisant chanceler. Elle réussit à s'enfuir et se mit à crier au meurtre, tandis que l'homme se lança à la poursuite de Clara. Un passant nommé Olivier Oettinger entendit les cris et vit la poursuite. Alors il courut après l'homme et l'arrêta. Les autorités furent contactées et l'homme fut ensuite conduit devant l'échevin, où il s'identifia comme Charles Hanlon. Malgré son arrestation, il n'a pas été officiellement inculpé. Il a plutôt versé une compensation aux jeunes femmes. Il fut relâché et l'affaire fut réglée. Un mois plus tard, un homme tenta d'agresser une fillette de 10 ans qui jouait devant l'église méthodiste Tabernacle.
L'homme l'a attiré derrière le bâtiment, mais ses cris ont attiré l'attention d'un forgeron qui est rapidement intervenu, a maîtrisé l'agresseur et l'a remis à la police. L'homme a donné son nom comme étant Charles F. Harris. Il a été placé en garde à vue, puis jugé, reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison à Mohammed Singh. Cependant, Charles F. Harris a rapidement été identifié comme étant nul autre que Charles Hanlon, l'homme qui avait attaqué Madame Anne Boa et Madame Clara Ritchie un mois plus tôt. Sa tentative de se cacher derrière un faux nom avait échoué, et il fut alors découvert que cet homme avait constamment utilisé des pseudonymes lorsqu'il avait affaire à la police. Et lorsque les autorités ont approfondi leur enquête, elles ont découvert que son vrai nom était John Hanlon, l'homme qu'elles avaient arrêté un an plus tôt, soupçonné du meurtre de Mary Moorman. Pendant son incarcération, M. Hanlon partageait une cellule avec un homme nommé Michel Dunn, un petit voleur qui purgeait une peine pour vol. Cependant, M. Dunn n'était pas un criminel ordinaire. Son long passé comprenait de nombreuses condamnations en Angleterre, menant à sa déportation en Australie. Après avoir purgé sa peine là-bas, il s'est rendu en Amérique où il a repris ses activités criminelles. Après quelques jours en cellule ensemble, M. Dunn a fait une déclaration troublante aux agents. Il a affirmé que M. Hanlon lui avait parlé en détail du meurtre de Mary Moorman. Selon lui, M. Hanlon avait décrit la fillette comme ayant environ 9 ans et lui avait dit qu'il l'avait étranglée dans la cave de sa maison le dimanche 6 septembre, puis avait calmement observé les voisins fouiller la région à sa recherche. Il a poursuivi en disant que M. Hanlon avait également déclaré qu'aux premières heures du mardi 8 septembre, il avait transporté le corps de la fillette dans un terrain vague et l'y avait laissé. Avec ces nouvelles informations glaçantes, la police a officiellement inculpé John Hanlon pour meurtre. Le procès s'est ouvert le 31 octobre 1870 et a attiré une salle d'audience bondée de personnes désireuses d'entendre les détails de cette affaire tragique. La nouvelle du meurtre s'était largement répandue et l'intérêt du public était intense. Chaque siège était occupé alors que les spectateurs, certains cherchant la justice, d'autres simplement curieux, se rassemblaient sans cesse pour écouter attentivement les preuves et les témoignages présentés tout au long de la procédure. John Hanlon, accusé du meurtre de Mary Moorman, semblait calme et attentif au début du procès. L'un des témoins clés de l'accusation était Michael Dunn, le voleur condamné qui avait été gracié en échange de son témoignage. Il a déclaré au tribunal qu'il ne connaissait pas John Hanlon avant de partager sa cellule et qu'il n'avait appris le meurtre de Mary Moorman que par M. Hanlon lui-même. Il a raconté être né à Manchester, en Angleterre, et avoir été envoyé en Australie dans sa jeunesse pour ses délits. Il a ajouté qu'après avoir purgé sa peine là-bas, il était venu en Amérique où il avait survécu en volant jusqu'à ce qu'il soit finalement attrapé et se retrouve à nouveau en prison. Il a dit que M. Hanlon était arrivé dans sa cellule le 29 décembre 1869 et que quelques jours plus tard, il avait avoué avoir tué la petite fille, décrivant l'enfant comme ayant 9 ans, les cheveux clairs et les yeux bleus. La salle d'audience devint silencieuse lorsque Michael Dunn raconta comment John Hanlon avait commis ce terrible crime. Il a dit qu'il lui avait raconté être allé au salon de bière Fisher de 15h à 19h30, puis être rentré chez lui et s'être assis sur les marches. M. Dunn affirma que M. Hanlon s'était vanté de s'être ensuite déguisé, au point que même sa mère ne l'aurait pas reconnu, qu'il était sorti discrètement par l'arrière de la maison dans la ruelle et avait attendu. Lorsque l'occasion s'est présentée, il a attiré la jeune Marie, puis l'a tuée dans les toilettes extérieures derrière sa maison. M. Dunn poursuivit en affirmant que M. Hanlon avait dit qu'il avait ensuite poussé son corps par la fenêtre de la cave et, après avoir retiré son déguisement, était remonté à l'étage, arrivant vers 20h30. Un soupir a retenti dans la salle d'audience, mais M. Dunn n'avait pas fini. Il regarda le jury et déclara que l'accusé lui avait dit qu'il avait travaillé toute la journée du lundi, puis s'était levé avant l'aube le mardi 8 septembre et s'était débarrassé du corps. Les spectateurs se penchèrent en avant sur leurs sièges, certains échangeant des regards, d'autres restant immobiles, tentant de saisir la gravité de cette affirmation. La défense rejeta rapidement le témoignage de Michael Dunn. Cependant, M. Dunn insista sur le fait qu'il n'avait jamais été approché par des détectives, ni subi de pression d'aucune sorte pour obtenir des aveux de Jean Hanlon. Charles Moss prit la parole et se souvint qu'aux environs de 4 heures du matin, le jour où le corps de Mary Moorman fut découvert, il avait vu un homme marcher rapidement en portant ce qui ressemblait à un paquet dans ses bras. Il déclara que la silhouette avançait avec détermination, mais la façon dont il tenait le paquet lui parut étrange, comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention dessus. Il ajouta qu'il ne reconnut pas l'homme et qu'il ne put distinguer clairement ses traits dans la faible lumière. Louisa Adams a également témoigné.
Elle déclara que, la nuit où Mary Mormon a disparu, elle se tenait à l'angle de la 5e rue, près de l'église, en train de parler avec un jeune homme nommé David McGuire, lorsqu'elle vit un homme marcher avec une petite fille qui pleurait. La fillette portait une robe rose et blanche, et pas de chapeau. Mademoiselle Adams déclara avoir entendu l'homme dire à Mary « Ne pleure pas, je te donnerai 500 », lorsqu'ils sont passés. « Je suis ton oncle. » L'homme était vêtu de vêtements sombres et portait une casquette noire tirée bas sur les yeux. Lorsqu'on lui montra la robe que Mary portait, Mademoiselle Adams déclara qu'elle la reconnaissait comme étant celle que la petite fille portait. La sœur de Mary, 11 ans, a aussi témoigné. Elle a déclaré au tribunal que la dernière fois qu'elle avait vu Mary, c'était lorsqu'elle était assise dehors avec des amis et que Caroline Dinglaker était passée, demandant de l'aide avec une poussette. Anna a dit qu'elle était restée en arrière, mais que Mary était partie avec Caroline et avait dépassé la maison Annelon. Anna a dit que Mary n'est jamais revenue. Quand elle a demandé à Caroline où elle était, Caroline lui a dit qu'elle était partie avec un homme. Le témoin le plus émouvant était la mère de la jeune victime, qui a témoigné pour décrire en détail, le cœur brisé, sa recherche frénétique et impuissante de sa fille disparue. Elle a raconté la dernière fois qu'elle a vu Marie, la panique grandissante au fil des heures, et la nuit blanche passée à espérer son retour sain et sauf. Sa voix tremblait pendant qu'elle parlait, ses mots laissant une profonde impression sur toutes les personnes présentes. La salle d'audience est devenue silencieuse et visiblement émue, alors que la réalité de la tragédie devenait douloureusement évidente à travers le chagrin de la mère. Quand vint le tour de la défense, l'avocat de John Hanlon s'adressa à la cour. Il a soutenu que l'accusation avait passé une semaine entière à exposer des faits déconnectés, qui n'avaient en aucun sens lorsqu'ils étaient reliés par les propos de Michael Dunn, un criminel condamné à la réputation douteuse. Il a affirmé que l'affaire n'existerait pas sans M. Dunn. Il a dit au jury qu'il prouverait que John Hanlon n'était pas là où l'accusation prétendait qu'il était et qu'il fournirait des alibis démontrant l'innocence de M. Hanlon. Il a également souligné que plusieurs des témoins à charge avaient fait des déclarations très différentes lors de l'enquête du coroner. Le premier témoin était John Fisher, barman au coin de la 5e, et Diamond. Il a déclaré à la cour que M. Hanlon se trouvait dans son saloon d'environ 19h15 à 20h15. La nuit où Mary a disparu, il a décrit les vêtements de M. Hanlon. Une chemise blanche à rayures brunes, un pantalon clair, et il ne portait ni manteau ni chapeau. Puis arriva Kate Hanlon, la sœur ado de John. Elle a décrit la maison familiale et s'est souvenue que 13 personnes se trouvaient dans la maison ce dimanche soir-là. Elle se souvenait avoir vu John quitter la maison pour aller au saloon, puis revenir et entrer dans son salon de coiffure. À aucun moment, elle ne l'a vu porter des vêtements tachés de sang ou en désordre. Un autre témoin était Mary Quinn, cousine de l'accusé. Elle a confirmé qu'elle était arrivée chez les Hanlon entre 6 et 7 heures ce soir-là et qu'elle avait vu John, sa femme et sa mère passer par le salon de coiffure. Emma Bush, 14 ans, a aussi témoigné. Elle a dit à la cour que, le soir où Mary a disparu, un homme lui avait demandé son chemin pour aller à la rue Dauphin et, après qu'elle lui ait indiqué comment s'y rendre, il lui avait demandé de l'accompagner, ce qu'elle a refusé de faire et, à la place, elle est allée là où Mary était assise. Elle a dit que plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a vu John Hanlon assis sur les marches de sa maison et, étrangement, lui aussi lui a demandé son chemin pour aller à la rue Dauphin. Après que le dernier témoin ait témoigné, les deux avocats ont présenté leur plaidoirie finale. L'accusation a insisté sur le fait que la chronologie correspondait à leurs preuves, que le témoignage de Michael Dunn était crédible et qu'ils avaient l'en prouvé la culpabilité de John Hanlon sans aucun doute. En revanche, la défense a attaqué la crédibilité de M. Dunn, soulignant que ses affirmations n'étaient pas corroborées et l'a qualifié de criminel endurci peu fiable. Ils ont exhorté le jury à ne pas condamner un homme, ni à qualifier toute sa famille de menteur uniquement sur la base de la parole d'un tel témoin. Ils ont déclaré qu'à leur avis, l'affaire avait été montée par des détectives, motivés par la récompense de $1000 qui avaient bien préparé M. Dunn et piégé M. Hanlon. Ils ont également rappelé au jury un point clé de l'affaire, de l'accusation elle-même. Le meurtrier devait forcément connaître l'enfant, et pourtant Caroline Dinglaker, qui était avec Mary le jour de sa disparition et connaissait M. Hanlon, avait déclaré qu'elle n'avait pas reconnu l'homme qui avait emmené Mary. Le jury a délibéré pendant plus d'une journée, examinant attentivement les preuves et les témoignages contradictoires. Lorsqu'ils sont revenus dans la salle d'audience avec un verdict, ils ont déclaré l'accusé John Hanlon coupable. La demande d'un nouveau procès, faite par l'avocat de John Hanlon, a été rejetée par le tribunal. Le 11 décembre 1870, il est retourné au tribunal pour l'annonce du verdict.
Le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter. John s'est alors levé et, tenant la Bible, il a condamné les témoins qui avaient en témoigné contre lui. Il a dit qu'ils n'avaient pas dit la vérité et qu'ils avaient été payés par les détectives Smith et Taggart. Regardant le juge, il a ensuite exhorté les futurs jurys à se souvenir de ses derniers premiers mots et à ne pas laisser le parjure conduire à d'autres condamnations et morts injustifiées. Il a ensuite embrassé la Bible. Le juge l'a alors condamné à être pendu. Cependant, son exécution a été reportée jusqu'au 1er février 1871. Quelques semaines avant son exécution, il présenta ses excuses aux détectives Smith et Taggart pour son emportement au tribunal. Il n'a toujours pas avoué le crime, mais a montré quelques signes de remords. Il portait des vêtements rêches contre sa peau, renonça au tabac, dormait sur le sol froid de la prison et ne vivait que de pain et d'eau. Deux prêtres lui rendaient en visite régulièrement et le guidèrent spirituellement. Seuls les fonctionnaires, son avocat et quelques membres de la presse étaient autorisés à assister à l'exécution. Sur l'échafaud, John Hanlon a pardonné à ceux qui lui avaient fait du tort et a demandé pardon en retour. Ses derniers mots furent « Jésus, aie pitié de moi. Sainte Marie, prie pour moi. Saint Joseph intercède. » John Hanlon fut ensuite pendu. Bonjour à tous et merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour la prochaine affaire.